Bon, ça va Maxime? Ouais, ça va et vous? Salut Maxime. Salut, ça va, super. On est à la maison là. Ouais, on est pas mal à la Cordo. Déjà, je vais juste dire un grand merci à la Cordo de nous accueillir ici parce que on a une jolie scène, un joli éclairage et on est avec un bel artiste. Cool. Bon, parce que là, tu es en pleine promo du coup de ton nouvel album. Tu commences les tournées, tout ça va, pas trop stressé Non, pas trop stressé, même hâte de jouer ce live. Après, c'est une version un peu différente, mais c'est un live que j'ai déjà joué en ciné-concert plutôt, ou docu-concert, parce que c'est un documentaire. Donc je connais bien le sujet, je pars pas de 0-0, donc mais ouais, hâte. C'est du stress, mais du bon stress. J'aime bien avoir ce stress-là de hâte, justement. J'ai vu que tu l'avais un peu changé, du coup, ton live. Tu l'as rendu plus dansant, c'est ça? Ouais, c'est une demande d'Astropolis, en fait. Parce que je l'ai joué à l'Astropolis, du coup, à Astropolis Hiver. Et d'ailleurs, c'est Astropolis aussi qui nous a aidé à développer le docu-concert avec la Karen, qui est une SMAC à Brest aussi. Et donc ils connaissent très bien le projet aussi. Et puis Flo, il avait envie qu'on puisse, pour la sortie de l'album, écouter un live mais en mode apéro, quoi. Pas avec forcément le documentaire. Et je m'étais jamais auto-remixé. Donc j'ai bien aimé aussi le fait qu'ils me mettent en difficulté parce que c'était pas évident. Et donc du coup c'est pour ça qu'il y a eu ce live un peu plus dance floor là, de cet album. Je sais pas si les morceaux vont sortir dans cette version live, on sait pas trop encore. Lui, Flo, il est assez motivé peut-être pour faire un EP d'auto-remix, mais moi je trouve ça un peu bizarre, on verra. Tu verras ce que t'en fais. Ouais, c'est ça. Alors, ce que je te propose, pour commencer un peu, parce que faut le dire dans les caméras, en vrai, on se connaît pas. Tu sais, souvent, les gens, ils font les super potes. Ouais. Mais du coup, nous, c'est la première fois qu'on se voit. Et donc maintenant, pour briser la glace, on a un petit peu un jeu de début. C'est les questions connes. Ok, j'aime bien. Voilà, on tente le décor tout de suite. Et l'idée, c'est quelques questions comme ça, où les mauvaises réponses seulement sont permises. Ok. Du coup, si je te demande, déjà, est-ce qu'on se commande des pizzas pour commencer? Une pizza, mais bien forte. J'aime bien le piment. Ouais. Genre, tu manges la pizza, tu vomis. Genre vraiment un truc comme ça, tu vois, très très fort. Impeccable. Ouais. Du coup, c'est toi qui nous Pizza invites? piment. Non, parce qu'en ce moment, c'est un peu la dèche. Justement, j'ai pas trop de dates là, donc c'est un peu tendu. Et t'en as à l'étranger des dates ou pas? Sur ton prochain live? Parce que tu jouais quand même un peu à l'étranger. Toi, t'as cassé les questions. Ouais, je suis désolé. Non, moi je vais pas à l'étranger, tu sais, j'ai très peur de voyager. Je suis plutôt tu vois, enfermé chez moi. J'habite en Ardèche là maintenant, donc je suis plutôt enfermé chez moi. J'aime pas du tout voyager. Ok. Donc, non. Bon, faudra venir te voir en France. Chez moi, dans mon salon, du coup. Voilà, on le dira aux gens, du coup. Tous les soirs, ça joue dans mon salon, parce que c'est un tout petit salon. On est 3, ça fait 3 personnes. Mais on est quand même monté une association pour ça et tout. Enfin, c'est bien organisé. On a des bières et tout, un petit bar. Et les anchois, t'en penses quoi? Les anchois, je préfère quand elles sont dans l'eau, parce que ça nage. Promotion première de l'anchois. Et ta pizza, du coup, tu la bois avec quoi, toi? J'aime bien la boire avec du jus de pepperoni. Parce que le pizza pepperoni, c'est connu, mais je l'aime pas en dur, je préfère en liquide. Du coup, en général, je le mixe et puis je bois ça comme ça. C'est pas mal. Parfait. Bon, après tout ça, t'as envie de parler de quoi aujourd'hui? C'est sérieux là ou? C'est à toi de voir. Hein. J'ai envie de parler de quelle matière est fait ce verre, ça m'intrigue. Ça a l'air d'être du plastique, mais ça m'intéresserait de savoir en quel type de plastique c'est fait. Je t'y connais en plastique? J'arrive pas à voir. Non, en fait, j'ai l'album de Plastique Bertrand, mais ça fait longtemps que j'ai pas écouté. C'était facile ça. Ouais, mais t'as bien. Du coup, faut que je te demande plutôt clic-clac ou canapé d'angle? Je dirais plutôt fauteuil de coin, que tu mets dans un coin. Ouais, comme ça s'adapte. Ouais. Impec. Tu peux le changer de place du coup. Bon, c'est bon, je pense que la glace est brisée. Allez. Non, allez, on va partir un peu sérieux. Et justement, peut-être pour quelqu'un qui ne te connaît pas, qui va découvrir la vidéo, comment est-ce que tu pourrais présenter ta musique? J'aime bien présenter comme au sens large du terme musique électronique. J'aime pas être dans des catégories ou qu'on me mette dans une catégorie. On m'a beaucoup mis dans la catégorie techno minimale pendant des années. Et en fait, à chaque fois qu'on me mettait dans cette catégorie-là, je disais bah non, en fait, je fais de la techno, ok, mais je fais pas de la techno minimale ou pas minimale. Ou en fait, je fais de la musique électronique, c'est tout, quoi, tu vois. Et d'autant plus aujourd'hui où je fais un petit peu moins de techno et beaucoup plus d'électronica. L'histoire de musique électronique, au sens large du terme, a vraiment du sens. Et souvent, c'est dur de se détacher d'une étiquette comme ça ou pas? Personnellement, pas du tout, parce que justement, je me suis pas mis là-dedans. Après, on m'a mis là-dedans, et puis en fait, moi, j'ai pris la décision de m'en foutre un peu, tu vois. C'est pas grave, on me disait ça.
Des fois, je laissais dire, et puis des fois, je disais, bah non, je fais de la musique électronique. J'avais pas forcément envie à chaque fois de reprendre. Non, par contre, c'est un gros kiff de pouvoir d'être bien dans ma peau en me disant qu'aujourd'hui, en tant qu'artiste, je peux faire plein de trucs et je suis pas enfermé dans un style. Et aussi de me sentir suivi par les gens avec qui je travaille déjà, donc Astropolis ou la SMAC, comme la cordonnerie qui m'a aidé à développer certains projets, ou la Carène à Brest, tu vois, qui m'a aidé à développer d'autres projets. Et aussi le public en fait, parce que un artiste sans public, c'est un artiste qui reste à la maison. Et puis moi, mon plus grand kiff, c'est de jouer sur scène. Donc j'ai aussi cette chance-là, c'est que les personnes qui m'ont suivi au début et puis qui me suivent aujourd'hui, que je fasse de la techno ou d'autres projets, elles viennent, elles sont curieuses ou elles apprécient peut-être pas tout, mais en tout cas, il y a un moment donné où certaines personnes s'y retrouvent. Donc ça aussi, c'est un kiff énorme de pouvoir se dire, ah bah putain, je peux faire ce que je veux de ma vie. Déjà, je fais de la musique, c'est ouf de le faire de la zik, et en plus, je peux faire ce que je veux comme zik, je peux faire n'importe quel projet. Ça roule, et puis j'ai toujours un peu de public qui vient, donc c'est cool. Je suis content de ça. Tu parlais qu'on t'enfermait dans les cases. Tu penses que c'est un problème aujourd'hui de la scène techno et peut-être même de la musique en général, que les artistes sont trop enfermés dans ces cases? Ouais, après, c'est des débats là, qui peuvent durer des heures. Et je pense qu'il y aurait plein d'arguments dans les deux sens. Mais ouais, j'ai des exemples concrets même de copains, tu vois, qui font de la super zik electronica ou complètement barrés et qui la sortent moins ou qui la mettent moins en valeur. Alors que personnellement, je les trouve beaucoup plus intéressants dans ce style-là que dans le truc techno qui marche actuellement, tu vois. Donc ça me rend un peu triste. Mais après, je comprends justement leur inquiétude de continuer à vivre de ce métier-là, puisque c'est quand même kiffant de vivre de ce métier-là. Donc je comprends le truc de ne pas prendre de risques et tout ça, ça me dérange pas, mais ça me rend un peu triste. Après, je sais pas pourquoi, j'ai pas envie d'ailleurs, j'ai pas trop envie de savoir, mais c'est pas forcément de la faute du public ou de la faute des programmateurs ou de l'artiste. Je pense que c'est un tout, quoi. Ou de la presse, tu vois, c'est un tout. Je pense qu'il faut déjà avoir l'artiste qui les couilles entre guillemets de le faire, ou qui se disent bon de toute façon c'est pas grave, je le fais et puis c'est pas grave. Et il faut être suivi aussi. Moi d'un côté j'ai un peu les couilles de le faire parce que j'ai envie de faire ça, mais aussi j'ai de la chance parce qu'il y a des gens qui me suivent et qui m'encouragent à le faire. Si j'avais pas les gens qui m'encourageaient à le faire, je pense que je serais un peu plus réticent et je serais peut-être un peu comme mes potes à me dire ouais attends, je vais peut-être plutôt faire de la techno en ce moment, ouais. C'est ce qui marche, je sais pas. Parce qu'il y a quelques années en arrière, tu avais un alias, ouais. Justement pour les projets peut-être plus électronica. Et à quel moment tu as switché, tu t'es dit, bon, maintenant, l'alias, c'est fini, je suis Maxime Dang, quoi? Ouais, alors cet alias, il est pas dead. Peut-être que je m'en resservirai, tu vois. Cet alias, il était aussi sorti parce qu'il y avait un live modulaire qu'elle avait, que j'avais trouvé un nom, tu vois, pour le live modulaire, ça représentait tout un live et un concept qui était... c'était un espèce de concept, en fait, cet alias. C'était pas vraiment pour moi un alias, c'était plus un concept dans la production, dans la manière dont je le représentais en live et tout ça. Et parce que la musique finalement c'était quasi la même, hein. L'album de DNGLS qui était sorti quasi un an après l'album de Résilience, ouais. C'est une espèce de suite, mais il y a des morceaux techno, des morceaux electronica, c'est pas une révolution dans la musique, donc dans ma musique en tout cas. Ouais. Donc du coup ouais, j'avais fait ça pour le concept, pas spécialement pour dire tu vois je flippe et puis bon, voilà. Ce que j'allais te demander, c'est pas parfois un petit peu la bouée de secours, dire bon, là je suis pas sur mon projet, je fais un alias, comme ça, si ça bide, c'est l'alias, c'est pas moi. Carrément, c'est clair. Et puis après, il y avait une espèce de défi, alors là, c'est des défis aussi personnels, tu sais, de se dire, vas-y, je sors un truc pas du tout connu, et puis je vois jusqu'où je peux l'emmener avec un truc pas du tout connu, avec un nom pas du tout connu. Après, on a vite communiqué sur le fait que c'était moi, parce que c'est quand même intéressant, et puis moi, comme ça, j'ai envie de présenter mon travail, et j'ai pas envie de faire des trucs... secret non plus, mais il y avait ce petit défi là, et puis il y a une histoire là pour le coup qui était un peu aussi à la mode, parce que avec Moderne on avait fait ça, tu vois, avec Electric Rescue et Tromer, on avait fait l'alias Moderne. On aurait pu faire ça sur Electric Rescue, Tromer et Maxime Dang en live, ça aurait été pareil, tu vois. Ouais. Mais ça nous avait fait kiffer au début de garder le côté un peu sucrète et tout, et puis de le dévoiler. Tu sais, ça fait un peu des happenings rigolos, j'aime bien. Donc DNGLS, il y avait ce côté-là aussi qui m'éclatait bien, et puis voilà. Mais ouais, non, c'est pas spécialement la flip qui m'avait encouragé à faire ce truc-là. Parce que déjà à cette époque-là, dans Résilience, j'avais déjà pris le gros virage, j'avais annoncé ce virage-là un peu plus électronica, donc il n'y avait pas de souci, avec ça, quoi. Et d'un point de vue plus personnel, sur le côté artistique, qu'est-ce qui t'a fait switcher justement du côté DJ à live performer au final? En fait, comment expliquer ça? En fait, à la base, je viens du mix, ça c'est sûr, mais en fait, quand j'ai commencé à faire des dates en tant que Maxime Dang
en tant qu'artiste un petit peu reconnu, genre en ayant signé chez Compact, tu vois, au début. En fait, j'ai pas commencé par des DJ sets, j'ai commencé par des lives. Ouais. Et c'est après que je suis revenu un peu plus au DJing parce que j'aime ça, tu vois. Et j'aime mixer, j'aime jouer les morceaux des autres aussi. J'aime diguer, j'aime écouter les morceaux des autres et me dire « Ah, c'est une pépite, j'aime ce truc-là ». Et j'aime aussi la performance live parce que c'est un travail qui est intéressant en amont, en fait. Ça, c'est des trucs qu'on voit pas, en fait, mais il y a un côté très intéressant d'arranger le live, de savoir quelle histoire tu vas raconter. Comme un DJ set, tu vas le construire, ben là c'est toi, mais tu construis avec tes propres morceaux. Et du coup, tu peux faire vraiment ce que tu veux. Et c'est une partie que j'aime bien faire chez moi à la maison, qui se voit pas. Et un live comme tu présentes là ce soir, c'est combien de temps de travail pour l'arranger, pour le mettre en scène? Là, ce soir, ça m'a demandé presque un mois de taf, mais pas continu tous les jours, tu vois, à la cool. Hein. Moi, je fais ça tranquillement. Je me mets pas de grosse pression à travailler non-stop. Ouais, c'est un petit mois de boulot. Ça dépend des lives. Le live modulaire avec DNGS à l'époque, ça c'est un travail de ouf. Ça représente déjà le fait d'apprendre à se servir de tout ça. C'est pas quantifiable en fait. De maîtriser le modulaire, c'est pas quantifiable non plus, mais je l'inclus dedans quoi. Ouais. Donc ça peut prendre des années. Ça peut prendre des années du coup. Mais en soi, ça dépend du projet. Pour moi, ça dépend si tu as des instruments. Si tu joues à plusieurs, tous ces trucs-là. Aujourd'hui, un mec ou une meuf qui fait du live techno, je pense qu'en une semaine, elle peut monter un live facile avec des boucles. Il y a plein de sons qui existent déjà tout faits. C'est beaucoup plus simple aujourd'hui de faire des lives techno. Est-ce qu'il évolue pas trop ton live entre le début de sa préparation et la fin de préparation? Parce que souvent, l'évolution, elle peut peut-être être infinie, quoi. Il évolue carrément parce qu'il y a un truc que, par contre, j'aime préparer ce truc-là. Mais j'aime pas répéter tout seul chez moi. Et en général, je répète, je fais pas de répète, je joue mon live et puis j'ajuste à chaque prestation que je fais. Donc ouais, il y a une grosse évolution entre la toute première date et puis la dernière. Je devrais peut-être pas dire ça, tu vois d'ailleurs, mais, mais en vrai, je travaille comme ça. Ouais, après, j'arrive déjà avec une matière où je me sens en sécurité. Tu vois, j'arrive pas sur scène en me disant waouh, qu'est-ce que ça a donné. Je sais que j'ai des filets de sécurité et puis j'arrive pas avec n'importe quoi. Mais je fais des petits ajustements à chaque live, tu vois, pour que ça soit... Que ça me plaise un peu plus. Pour te donner de la liberté, peut-être, aussi Ouais, donner de la liberté. Là, ça fait longtemps que j'ai pas fait... En fait, les lives full liberté, c'est avec Moderne, vraiment, où là, je vis ça à 200%. Où là, on arrive sur scène, on sait pas trop ce qu'on va faire. Moi, en plus, j'arrive avec un petit modulaire, donc j'ai vraiment pas d'ordinateur, donc je sais pas du tout ce que je vais faire. Il est débranché, je le branche en live et c'est super cool. Mais ça, en live tout seul, c'est pas possible de le faire, quoi. Il faut que le temps que tu patches et tout, il faut qu'il y ait de la musique qui tourne et je peux pas le gérer tout seul. Donc j'aime bien avoir ce côté full liberté avec Moderne et j'aime bien avoir un truc hybride quand je suis tout seul, tu vois. Avoir des filets de sécurité pour monter sur scène et être relax et surtout sortir de scène sans avoir vécu l'enfer et avoir fait vivre l'enfer aux personnes qui sont venues t'écouter. Et c'est un truc que je dis souvent quand on en discutait d'ailleurs quand tu donnes des cours. Quand je donne des cours à des producteurs ou des productrices, en général, je leur dis qu'il faut monter sur scène, il faut être content de monter sur scène. Et puis quand tu sors de scène, il faut être super content aussi, il ne faut pas avoir vécu ça comme un truc hyper malaisant. Donc en général, j'arrive sur scène, je suis dans cet état-là, tu vois. Mon live, il est à cet état-là, à ce niveau-là, en se disant je suis tranquille, je ne vais pas faire n'importe quoi. Voilà. À ton niveau, la musique électronique, elle représente quoi pour toi? À mon niveau, qu'est-ce qu'elle représente c'est difficile. Beaucoup de choses parce que je suis très attaché au son électronique depuis super longtemps. Donc ça va je pense que ça a commencé avec ma mère qui écoutait Jean-Michel Jarre énormément, ou de la musique dance des années 90 où il y a beaucoup de sons de synthé, ou même moi, gamin, qui était attaché à des génériques de dessins animés ou des musiques de films où il y avait des sons de synthétiseurs, donc de musique électronique finalement. Donc le son électronique, c'est quelque chose qui me touche énormément et encore aujourd'hui, tu vois, quand je vais au cinéma ou que je regarde un film, je suis encore très attaché à la musique et je suis très réceptif au son électronique, aussi aux autres sons, mais dès qu'il y a un son de synthé, ça me percute beaucoup plus, quoi. Donc ça a une importance à la maison qui est évidente. Après, j'écoute beaucoup de musique électronique, mais pas forcément de techno à la maison, tu vois, voire pas du tout. J'écoute de la techno quand je dois diguer, que je dois jouer un DJ set, là j'écoute de la techno. Mais par contre, j'écoute des groupes qui utilisent des brides de synthé, mais qui ne sont pas forcément estampillés musique électronique, comme Radiohead, tu vois, par exemple. Bien sûr. Plutôt rock. Et qui finalement, aujourd'hui, utilisent beaucoup de processus de musique électronique ou de synthé et tout. Ça me touche énormément.
Donc je suis assez ouvert en fait. J'aime justement encore une fois avoir la musique électronique au sens large du terme à la maison. Mais justement, je te demande ça parce que quand on écoute ta musique, j'ai toujours, et quand on te voit aussi travailler sur Ableton, j'ai l'impression que tu as une approche presque, j'ai envie de dire, scientifique de la musique. Tu es d'accord avec ça ou pas? Ouais, j'aime chercher du son. Donc c'est pour ça que j'étais venu au modulaire au départ. Ouais. C'est que je passais des heures à écouter un son inintéressant pour la personne qui pourrait être à côté, mais qui moi m'intéressait énormément. J'aime voir le son, j'ai très vite acheté très rapidement des oscillateurs pour voir les formes d'ondes et tu vas me dire, tiens, cette forme d'onde-là, ça fait ce son-là. J'aime aussi créer des effets pour modifier le son. J'aime modifier le son, avoir un son très pur et puis passer dans plein d'effets et puis m'amuser avec ces trucs-là. Ouais. Donc là, évidemment, il y a un truc, un aspect scientifique et il y a aussi, je peux faire le lien aujourd'hui parce que j'ai travaillé avec des scientifiques justement, qui étudient eux l'impact du son sur l'écosystème marin. Et des fois, en fait, ils font des expériences où ils se plantent. Et en fait, des fois, ça m'arrive aussi de me planter, tu vois, de passer des heures à chercher un son, et puis pour rien, en fait, juste pour moi. Et puis à la fin, il n'y a pas de résultat, il n'y a pas d'enregistrement. Donc, c'est pas que c'est planté, mais c'est que tu as essayé, et puis tu n'as pas trouvé le truc qui t'inspire, ou chercher des effets. Et des fois, ça marche pas, tu vois. Mais des fois, ça marche. Et c'est cool. Et ouais, effectivement, il y a cette approche-là que j'aime beaucoup dans la musique électronique. Surtout avec les outils qu'on a de ouf aujourd'hui, que ce soit Ableton ou on en parlait tout à l'heure aussi en off, c'était VC Verac, qui est un truc de modulaire complètement gratos et qui est assez ouf pour moi, qui est assez révolutionnaire justement. Et même on parle d'Ableton, qu'est-ce qui t'a poussé à utiliser à fond ce logiciel, tout comprendre, même être formateur certifié Ableton Comment t'en es arrivé même ici à ce titre de formateur? C'est justement ces trucs-là que tu peux pas quantifier quand tu me demandes combien de temps tu mets pour faire un live. C'est cette partie-là qui est pas quantifiable. C'est des heures à passer sur le logiciel, à chercher des petites fonctions. Tu l'utilises depuis quelle version? Pardon? Tu l'utilises depuis quelle version Ableton? Je pense que ça doit être la 6 ou 7, mais par là quoi. Donc ça fait un petit moment, ouais, ça fait... Je suis passé assez vite sur Ableton en fait, à partir du moment où j'ai commencé à avoir des propositions de dates avec le label Compact justement en Allemagne, qui me disait ce serait bien que tu viennes faire des lives en fait. Et donc là j'étais sur Fruity Loop moi à l'époque, j'ai dit putain comment on fait un live? Ableton Live, tiens ça sonne live, je vais tester ça. Et puis effectivement ça marche très très bien, le mode session avec tous tes clips marche très bien. Puis finalement après j'ai commencé à faire mes prods là-dessus avec le mode arrangement. Il y a des liens qui sont hyper cool entre le mode session et le mode arrangement aujourd'hui je pourrais pas m'en passer et qui n'existent pas vraiment dans d'autres logiciels. Après ce qui est cool c'est que justement j'ai connu plein de nouveautés et c'est comme ça que à la fin tu engranges des connaissances. Et puis c'est en discutant donc avec Sylvain qui représente Ableton en France. Il m'avait fait faire une petite tournée pour présenter les CV Tools, donc c'est les outils qui permettent d'utiliser le modulaire très facilement dans Ableton. On avait fait une petite tournée ensemble où moi je présentais ces outils-là, mais j'avais pas la certification. Et puis on a discuté, et puis il m'a dit ce serait cool que tu essayes. Moi c'était une envie aussi, donc j'ai lu le manuel pour la première fois d'Ableton, vraiment dans les détails. J'ai encore appris plein d'autres trucs, c'était trop cool de lire ce manuel. Et puis à côté de ça aussi, ça faisait des années que je bossais avec Max for Live et que je commençais aussi à avoir envie. C'est une envie aussi de transmettre en fait, quand tu prends de l'âge ou je sais pas comment expliquer ça, ou aussi pour se poser. J'adore jouer, j'adore les lives, mais il y a des moments de ma vie où j'avais pas envie forcément de bouger tous les week-ends, notamment quand tu commences à avoir des enfants et tout ça, t'as envie de les voir grandir. Donc je me suis dit ça peut être cool aussi de transmettre, c'est un truc que j'aime bien faire et que je faisais déjà sans la certification. Donc aujourd'hui, je me dis, c'est cool aussi de transmettre, ça permet de rester dans le coin, continuer à kiffer, à vivre de ce que t'aimes, quoi. Je trouve ça trop cool. Genre demain, je pars à Dakar, tu vois, une semaine pour transmettre mon savoir sur Ableton. C'est trop génial, quoi. Enfin, je veux dire, jamais de ma vie, j'aurais pu faire ça sans ce truc de transmission, c'est trop cool. Et justement, cette certification Ableton, comment elle s'obtient, comment ça marche? Parce que ça faut aimer lire le manuel d'Ableton déjà. Je pense que c'est obligatoire. Pour combien de pages? 800 pages, je crois. C'est assez fat. Mais en fait, t'apprends plein de trucs. C'est ouf. J'ai appris plein de trucs en fait que j'avais survolé. C'était hyper intéressant. Après, c'est difficile d'expliquer ça parce que déjà, il y a des trucs qu'on n'a pas le droit de dire, évidemment, quoi. Tu vois. On peut pas expliquer comment ça se passe parce que sinon, ce serait trop facile. On
c'est un petit secret qu'on Bien- signe bien quand on a la gardé. certification, qui est bien gardée. Mais après, je pense qu'il faut y aller à la cool, et puis il faut transmettre son savoir, et puis rester soi-même. Je pense que c'est hyper important pour eux. Et puis bosser, après c'est du boulot, hein, connaître le logiciel, et puis savoir comment tu le transmets, tout ça, avoir sa personnalité. Je pense que c'est important d'avoir sa personnalité. Et puis donner envie aux autres de faire de la musique, surtout, je pense, quand tu l'expliques, sans être trop technique et tout ça. Je pense que ça peut être des petits tuyaux pour les prochains qui veulent passer l'assertif, quoi. Je pense, moi, que j'ai eu l'assertif pour Max for Live, parce que j'ai mes copains certifiés qui maîtrisent 10 fois mieux que moi à Ableton, clairement. Par contre, Max for Live, moins. En tout cas, je me sens beaucoup plus à l'aise avec Max for Live que Ableton, par exemple, à l'apprendre, en tout cas. Donc je pense que c'est surtout pour ça aussi que j'ai eu ce certif, parce qu'en France, on n'était pas beaucoup à parler de Max for Live comme ça, quoi. Voilà. Bah, bravo. Ouais, cool, merci, je suis hyper fier, je t'avoue, c'est vrai que je suis très fier d'avoir ce certif. Je m'en sers pas, tu vois, j'ai beaucoup de copains qui passent l'assertif ou qui ont eu l'assertif et qui ont monté des centres de formation. Moi, je leur ai dit tout de suite que j'étais artiste et je voulais pas monter un centre de formation, mais ça n'empêche que ça reste un bagage. Moi qui n'ai pas j'ai pas un niveau d'études de fou, je suis très très fier d'avoir ce bagage-là, et c'est très rassurant aussi. Et puis, je suis à l'aise avec le fait de parler aux gens et leur transmettre mon savoir. Donc, j'avais envie de ça, et ça m'a donné de la confiance et de la crédibilité pour le faire un peu plus à l'aise, de façon un peu plus à l'aise. Donc, je suis très content de l'avoir. T'as déjà eu comme ça des pannes en live, un crash? Parce qu'on en parlait tout à l'heure avec Flo. Parce qu'il me disait ça va mieux, j'ai moins de bugs. Je disais j'espère que tu payes, parce qu'en général c'est les versions craquées qui font Il sauter. m'accusait d'utiliser une version craquée si Non. ça crachait, mais même pas. Ouais, Non, je tu vois. payes bien. Bah, mais le jour où j'ai acheté Ableton, d'ailleurs, c'est le jour où ça a craché, mais heureusement, j'étais chez moi, ouais. Là, c'est le jour-là où j'ai acheté Ableton. J'ai eu un écran bleu sur un PC, j'ai dit, Ah. ok, là, je vais l'acheter maintenant. Ouais. Ouais. Ouais, Non, d'accord. bah, après, ça va, franchement, j'ai pas eu trop de mauvaises expériences. Je crois que le pire du pire, mais je l'avais pris à la rigolade, alors, c'était en Allemagne, mais je pourrais pas dire où. Je faisais un live avec le Lemur à l'époque, c'était un gros contrôleur tactile comme ça. C'était avant le iPad, quoi, en gros. Ça coûtait genre 2000 balles, quoi, la machine, ou un truc comme ça. C'était hyper cher. Et heureusement, c'était le patron du club qui me reçoit, qui passe derrière et qui donne un coup de pied au retour. Et l'enceinte du retour qui tombe sur le Lemur au moment où j'avais commencé. Donc le truc s'est brisé en 1000 morceaux, quoi. Et heureusement, j'avais un pote qui jouait en DJ set avant, et puis le patron, il était trop mal et tout. Je suis désolé, je te l'ai remboursé et tout. Tu vois, par contre, je peux pas jouer parce que c'est mon contrôleur, en fait. Je peux, à part appuyer sur play et puis me faire semblant, j'ai pas envie de faire ça. Donc mon pote qui mixait, il m'a dit, bah vas-y, on fait un ping-pong. Et puis on a fait un ping-pong pendant 3 heures ensemble, c'était trop bien. Mais je crois que c'est la pire mauvaise expérience que j'ai eue en live, quoi. Après, les mauvaises expériences en général que j'ai eues en live, c'est dans mes cauchemars. Ça, j'en ai eu pas mal. Me dire, waouh, putain, j'espère que je dors là. Mais ouais, en général, je me suis réveillé, donc ça va. Mais ouais, bref, c'est les risques du live. Ouais, c'est sûr, c'est sûr. Non, il y a toujours des petits pets, mais ou des trucs qui sont pas prévus, mais en général, avec un copain, mon pote Steph, avec qui je bosse pour le mastering, en général, et qui m'accompagnait sur les dates de DNGL, justement, où il y a eu beaucoup de trucs comme ça, de couacs ou de trucs qui sont pas prévus. Et on se dit, bah, lui, il les entend. Il me dit, mais j'ai vu, hein, t'as fait comme si c'était normal, et ça passe. Et en fait, ce qu'il faut faire, au pire, tu reproduis le problème plusieurs fois, et tu dis, bah non, c'était voulu. Et en général, ça passe, et puis, il y a que toi qui l'entends, puis voilà, quoi. Bien sûr, bien sûr. Ouais, ça devient rigolo, j'aime bien. Alors j'avais envie aussi de parler de l'électronica et de sa place sur la scène, sur la musique électronique aujourd'hui. Comment tu le sens, toi? Voilà, quand tu dis que tu fais de l'électronica par rapport aux autres artistes, par rapport aux autres DJ, comment tu te sens? Comment je me sens là-dessus? Bah, à l'aise, comme je disais, par rapport au fait que je suis épanoui dans ma vie d'artiste déjà, donc ça me fait du bien. Après, j'ai une petite frustration qui s'amplifie avec les années, c'est qu'on n'a pas de radio en France, FM, qui diffuse trop ce style de musique-là. Ça m'embête un peu parce que j'essaye de faire l'éducation musicale de ma fille, tu vois, et je galère. Enfin, c'est pas que je galère, c'est que elle a son éducation que je lui fais, sans lui prendre la tête, hein. Je suis pas non plus un ouf, tu vois. Mais en fait, elle a, à contrario, des trucs qu'elle écoute qui pour moi sont complètement teubés ou que je supporte pas, parce qu'elle va à l'école et parce qu'elle a besoin de se faire son truc à elle aussi et tout.
Mais en fait, c'est le fait que à la radio, on n'ait pas le choix non plus, tu vois. Les plupart des gens qui se posent pas trop de questions avec la musique ou qui écoutent la musique dans leur voiture et qui sont pas forcément passionnés de musique, du coup, j'ai l'impression qu'on leur impose un style de musique et du coup qui devient le style de musique de toute la famille. Et ça m'énerve un peu, tu vois. Et j'aurais envie qu'il y ait plus de musique variée ou de ce style-là, electronica, à la radio. C'est le seul truc qui m'agace un peu et où je me dis, putain, c'est dommage, quoi. Après, dans les films, on en a beaucoup plus maintenant et ça, c'est cool. Enfin, je sais pas si les gens se rendent compte qu'ils écoutent ce style, du coup, dans les films. Ouais, non, des fois ça marche parce que t'as des gens qui sont à la recherche de la musique du film, qui disent c'était trop bien cette musique. Et puis du coup, hop, ils prennent un petit virage et voilà. J'ai pas de film en tête là comme ça, mais par exemple, alors c'est pas vraiment de l'électronica, mais je le mets un peu dans ce truc-là. J'étais hyper fier quand, bien que je le connaisse pas et qu'on se connaisse pas, mais quand Robotini il a eu son César là, j'étais méga fier de ça, quoi. De me dire putain, j'ai l'impression que c'était un pote quoi qui l'avait eu, tu vois, et de se dire. Il représente notre musique, en fait. Et il a été reconnu pour ça dans le milieu du cinéma et tout. J'étais méga fier de ça. Et je me suis dit, peut-être ça peut faire avancer des choses, quoi. Ou comme Ron, qui fait de la musique pour... comment ça ? Le Ballet National de Marseille, la Horde. Ouais, il a fait un film aussi, je sais plus si c'est Almodovar ou je sais plus. Bref, ouais, on va mettre un titre. Il a fait de la musique pour des films et qui sont connus, pour des réalisateurs qui sont connus et tout. Je trouve ça trop cool. Donc je me dis qu'il y a quand même, c'est en train de changer tout seul, mais ces trucs-là me donnent de l'espoir et me confortent aussi dans mon choix de me dire, je suis un artiste épanoui puis je fais n'importe quoi. Ce que j'aime en tout cas, au sens large du terme. Donc trop cool. Après voilà, il manque juste un peu de mise en valeur dans les trucs mainstream, je parle. Ouais. Pour l'électronica. Après quand t'aimes bien diguer et que là on est bien représenté, que ce soit sur les plateformes d'écoute et tout ça, je trouve que c'est cool. Et qu'est-ce que tu peux conseiller pour diguer justement pour commencer à s'intéresser à l'électronica ? Je sais pas, j'ai pas de disquaire comme ça vu que comment je digue moi en général c'est avec YouTube, tu vois, je fais du link de lien par lien ou des playlists de DJ set ou des playlists d'artistes que j'aime bien. Malheureusement, les playlists, pas les playlists, mais les algorithmes de plateformes de streaming, j'aime pas leur faire de la pub parce que ils rémunèrent très mal les artistes, mais par contre, c'est vrai que leur intelligence artificielle, elle est costaud. Donc pour diguer justement, c'est assez cool. Ouais, j'ai pas de conseils précis là comme ça. Ouais. Parce que moi j'utilise ces trucs-là, donc mais j'ai pas trop envie de faire de la pub trop de ça. Peut-être permettre aussi, moi ce que je me dis, de confronter le public à cette musique en live. Ouais, il y a ça aussi, ouais, évidemment. Mais ça justement, je trouve que c'est un peu. Certains artistes il y a un peu d'évolution peut-être là-dedans. Enfin, je sais pas, je sors pas assez et je joue pas assez en soirée, mais on a eu certaines discussions justement à travers des interviews qu'on a fait là pour délivrer, où je râlais un peu et tout ça. Et finalement, il y a 2-3 personnes qui m'ont dit, mais en fait, c'est en train d'évoluer dans les soirées. Il y a plus de DJ sets différents, avec de la house et de la techno dans la même soirée, par exemple. Ouais. Et je me dis qu'il y a des festivals aussi qui mettent en place des scènes ambiantes. Il y en avait déjà avant, mais qui les mènent un peu plus en avant et qui font venir vraiment des artistes pour jouer cette musique-là, comme là, par exemple. À la cordonnerie, tu vois, où on fait une espèce de salle avec de la musique spatialisée, où forcément, là, c'est pas de la techno, c'est pas de la house, c'est vraiment de l'électronica pour moi, avec en plus le son spatialisé, donc en plus on vit une expérience à travers cette musique-là. Donc c'est en train d'évoluer dans le bon sens, quoi. C'est ça, mais du coup là, pour le coup, on est dans une salle spéciale qui prévoit pour l'occasion. Mais j'ai toujours la question de me dire, est-ce qu'en festival qui est, on va dire, connu, où les gens, en tout cas, vont se déplacer pour de la house et de la techno, tu vas leur proposer un concept électronica. Je pense qu'il y a quand même besoin de conditions d'accueil, d'un confort peut-être d'écoute. Tu es resté debout devant un concert, tu vois. Enfin, pour moi, en tout cas, c'est un gars. J'ai pas assez de recul là-dessus, si tu veux, parce que je sors pas assez dans les festivals. Moi, j'ai l'impression que ça évolue déjà. En fait, je peux te partager que mon expérience personnelle, c'est-à-dire que je vais dans des salles qui, à la base, sont pas dédiées à la musique électronique. Donc, j'ai l'impression, à titre personnel, qu'il y a une évolution. Je me suis retrouvé à Mélan, donc c'est à côté de Grenoble, ça s'appelle l'Hexagone. C'est une... comment ça s'appelle ? C'est pas une SMAC, c'est une... Attends, faudra couper là, que je cherche, faut vraiment que je trouve ce mot-là. C'est une... Attends, tu sais, où ils font de la danse et du théâtre, c'est une scène nationale.
je l'ai. Ok. Je reprends. Vas-y. Donc, il y a pas longtemps, j'étais à Mélan, donc c'est à côté de Grenoble. Ça s'appelle l'Hexagone et c'est une scène nationale du coup, qui est plutôt destinée à la danse contemporaine ou aux arts au théâtre ou voilà tous ces trucs-là. Et on a fait un live de musique électronique. Et là, ils font venir Robert Jenke avec son live avec ses vieux ordinateurs, tout ça. Donc, quand je vois ces évolutions-là, je suis plutôt confiant. Enfin, j'ai envie d'être confiant et d'y croire, de me dire bah voilà. Il y a des personnes, en tout cas, il commence à y avoir des personnes à des postes intéressants qui nous mettent en avant, qui mettent cette musique-là en avant, et c'est plutôt cool, tu vois. Ouais. La SMAC de Brest, par exemple, ils font beaucoup de prestations. On a fait des trucs en multidiffusion à la Carène. On a fait ça. Ils ont même acheté un système pour faire des prestations multidiffusion. Donc c'est cool. Il y a de l'évolution en fait. Mais là, c'est mon expérience personnelle. Après, je sais pas vraiment si dans les gros festivals, il y a des mises en avant. Je sais pas. Il peut y en avoir, mais ouais, c'est ça que je me pose la question de l'accueil du public, en tout cas la contextualisation. Parce que je pense qu'il y a un confort d'écoute nécessaire pour apprécier. Ouais, carrément. Et c'est pour ça que je suis toujours là-dedans, penché sur la multidiffusion. Parce que t'es obligé d'avoir le confort d'écoute pour le coup. T'es obligé d'être dans une salle où il n'y a pas trop de son autour et d'être bien installé. Et puis tu vis une expérience qui est différente avec la stéréo. Pour le coup, là, ça a vraiment du sens de faire de la musique electronica en spatialisé. C'est vraiment hyper intéressant. Si on a le temps, si vous avez le temps, ce soir, faut aller voir Marianne. Marianne, c'est ça qui joue tout à l'heure. Ouais, carrément. Mais on avait fait un petit reportage déjà sur un studio de son spatialisé comme ça. Ouais. Et c'est vrai que du coup, c'est difficile de le retranscrire à l'image quand on le présente parce que les personnes écoutent en stéréo. Mais c'est assez bluffant à découvrir. Ouais, c'est assez ouf. Hein. Ouais, carrément. C'est dur après de revenir même en stéréo, je trouve. Il y a beaucoup, c'est ce qu'ils disent. La stéréo, c'est la préhistoire. Une fois que tu as vécu une expérience comme ça ou que tu as produit en spatialisé, c'est dur de revenir en stéréo. Tu as beaucoup plus de place, quoi. Même en niveau du mix, quoi, par exemple. T'as besoin de moins de faire des cues parce que t'as plus de place, t'as plus d'enceintes donc t'as plus de place, enfin, ça change tout en fait. Et puis c'est inspirant je trouve aussi. Ouais. Inspirant, ouais, carrément. Ça fait partie un peu des nouvelles évolutions de la musique. Et ouais, ça existe depuis longtemps mais en tout cas c'est devenu un peu plus accessible au grand public. Comment ça se développe, oui. T'avais quand même beaucoup de trucs à l'IRCAM ou des lieux comme ça là où t'avais plein d'expériences. Mais ou alors c'était des labos de recherche ou tu vois voilà. Mais là dans une SMAC c'est ouf. Enfin, là, tu vois à Romans, à la Cordonnerie, c'est ouf qu'on ait un événement comme ça. C'est bien la porte ouverte finalement au grand public. Carrément. Il y a même un studio là de création dédié à ça quoi. C'est ouf, c'est trop bien. Et justement dans ces prochaines évolutions de la musique, on entend de plus en plus parler de l'intelligence artificielle. Est-ce que c'est quelque chose auquel tu t'es déjà intéressé toi pour ta musique ou pas du tout? Non, moi je kiffe trop faire ma zik, je kiffe trop faire de la zik tout seul et puis peut-être je m'y intéresserai parce que j'aime bien les nouveautés et les avancées technologiques, mais je pense pas que j'utiliserai de l'intelligence artificielle. Tu resteras en modulaire. Ouais, modulaire ou en random, c'est-à-dire au hasard, mais qu'à un moment donné, c'est toi qui décides quand ça te plaît en fait. J'utilise beaucoup de hasard, beaucoup de random, tu vois, j'ai fait plein de patch Max for Live avec des séquenceurs qui génèrent des mélodies toutes seules. Tu appuies sur un bouton et ça te fait une nouvelle mélodie. Mais il y a quand même un moment donné où c'est mon oreille qui accroche sur la mélodie que c'est en train de produire. C'est pas un ordinateur ou une intelligence artificielle qui a décidé à ma place. Et il y a une petite subtilité, mais je passerai pas ce cap-là, je pense. Après, il y a une part entre ce que t'impose l'IA et ce que toi, tu as aussi envie. Et est-ce que l'IA prendrait pas un peu trop de place dans la création artistique de l'artiste? Ouais, bah grave, ouais, tu serais un petit peu moins fier du truc, c'est sûr, quoi. Par contre, il y a un truc qui m'a fait marrer, c'est David Guetta avec Eminem, là. Ça m'a fait mourir de rire. J'ai pensé, ouais. C'est génial. Pour le coup, je kiffe le gars, je le kiffe d'avoir fait ça, quoi. Je trouve ça génial d'avoir mis en avant le fait qu'on puisse faire ça aujourd'hui et que tout le monde y ait cru. J'étais hyper fan. Déjà, je suis assez fan de Guetta et de tout de sa vision, et même si c'est de la musique commerciale, je suis assez fan du gars, quoi. Mais là, je dis, ah ouais, trop bien, putain. C'est génial. La blague est trop cool, quoi. Et peut-être que j'espère pour lui que ça va se faire pour de vrai. Ça serait encore mieux qu'Eminem l'appelle et dise, bah mec, c'est trop cool, faut qu'on le fasse pour de vrai. Ça me ferait kiffer. Il pourrait y avoir un truc. Ça serait incroyable. Alors, en parlant de blagues, ouais. Il y a un ami à toi à qui on avait proposé de venir, mais qui n'a pas pu. Ok. Et du coup, on lui a proposé d'enregistrer une petite vidéo
J'ai beaucoup trop peur. Il nous a inséré pas mal de private jokes, il nous a dit. Du coup, je te propose de la découvrir. Il nous a dit après, il faudrait que tu commentes. Hop, attention à la technologie. Ah putain, il est con. Il est fou. Ah, je l'aime trop, il est génial. Ah, mais il a fait un montage. Il a fait un montage, il a fait ça bien. Il a mis Jolene. Ah, je l'aime trop. Attends, j'avais pas vu la blague du congèle. Ah là là. J'ai très peur. Easy Drummer. Ah oui, il est bon ce track. Il est très bon. Putain, il a même rangé son studio pour faire la vidéo quoi. Très bien ça. Tu fais quoi le 22 septembre? C'est un génie le mec. C'est un génie. Excellent. Ouais, il y a du boulot derrière. Ah, c'est un génie. Céroplex, du coup, avec qui je travaille beaucoup. Ouais. C'est mon ami génie, il me régale. Du coup, il faut que tu nous expliques. Hein, en fait, c'est-à-dire que la vidéo en elle-même est un private joke, je pense déjà. Non, il y a genre 10 000 private jokes à la minute. Beaucoup trop expliqué, mais ouais, non, en fait, on s'est rencontrés, c'était à Valence, quand il habitait à Valence d'ailleurs, et je faisais une petite masterclass modulaire. Et il était venu à cette masterclass, on avait bien sympathisé. Après, il est venu à plein de soirées qu'on a fait avec le label Scandium, qui est un label techno du sud de la France, qui est tenu par Pascal, mais Pascal s'écrit P4SC4L. Et puis Paul Nasca, du coup. Et donc il venait à nos soirées et tout. Et en fait, c'est quelqu'un qui m'a fait très peur, parce que beaucoup trop avenant, beaucoup trop, demander des questions tout le temps là et tout. J'étais, ouais, attends, qu'est-ce qu'il veut gratter? Il m'a fait très peur en fait. Ouais. Et sauf qu'il venait, et puis au fur et à mesure qu'il venait, j'ai eu envie de le connaître en fait, c'est très marrant. Et puis un jour, on a brisé la glace, je lui dis, mec, tu me fais flipper en fait, je sais pas qu'est-ce que tu veux, mais. Et en fait, j'ai compris que c'était sa personnalité et qu'il était comme ça. Et fallait demander la pizza pepperoni du départ. Et du coup, on a fait connaissance, on est devenus amis très très proches. Et puis en fait, c'est un super zikos de ouf, vraiment. Il sait jouer de plein d'instruments, de la guitare, du piano, du pipeau, tu vois, Ouais. Mais il te fait des mélodies avec ça, nickel. On a fait un concours de mélodies avec ça, et il a gagné tout le monde. Enfin, c'est un génie. Et puis notamment la clarinette. Pour expliquer ce private joke, c'est que pour le live Champfleury, puisqu'il devait y avoir un live, mais il y a eu le confinement, donc on l'a jamais fait. Mais on a quand même bossé énormément sur ce live-là. Il avait ramené une clarinette, sauf qu'elle n'était pas accordée, et du coup, c'est devenu un running gag où à chaque fois qu'il joue de la clarinette, je lui demande de pas l'accorder, du coup, c'est encore mieux. Et puis après, il y en a 10 000, on bosse avec un ami batteur qui s'appelle Tommy Rizzetelli, qui pouvait pas venir non plus ce soir, malheureusement, mais on avait monté de live tous les trois et c'est des super souvenirs, tu vois. Et puis voilà, je sais pas quoi te dire, il y a tellement de trucs à te dire, mais je peux pas expliquer tous ces trucs-là parce qu'en plus ça ferait rire personne. Mais en tout cas, moi, génie, mec, tu m'as régalé. Bravo. Mais il nous a prévenu, ouais. Ouais. C'est que de la private joke, ça le fera. En fait, j'ai hâte de continuer les projets avec lui. Là, on a envie de monter enfin d'ailleurs, c'est pas qu'on a envie, c'est qu'on l'a fait. C'est juste qu'on n'a pas fait de sortie, mais on a monté un label ensemble qui s'appelle Jolene Record. Ouais. Et où en fait justement l'idée c'est qu'il n'y a pas d'idée. Il n'y a pas d'idée en fait. On va sortir tout ce qu'on a envie de sortir. Même pas forcément que de la musique électronique, tu vois. Dès qu'on reçoit ou qu'on a un ami autour de nous qui nous propose un projet et qu'on kiffe, on va le sortir sans trop se prendre la tête, tu vois. Je pense que ça va être, dans l'idée, ça va être un bandcamp. Si on arrive à avoir un peu de thune, peut-être un disque, mais pas sûr. Mais c'est juste sortir des trucs pour les sortir et se faire plaisir. Ouais. Et ça fait tellement longtemps qu'on se connaît et qu'on a envie de le faire que là, on a fait une soirée de lancement à Lyon, mais pour nos amis,
où, où on a fait, en fait on leur dit c'est une pré-soirée parce qu'en fait on n'a toujours pas monté le label, mais on a tellement kiffé, tu vois, en fait on veut vivre des choses ensemble, on veut vivre des choses avec nos amis, on veut vivre des choses avec d'autres personnes, avec du public. Donc l'idée c'est ça, c'est de monter ce label là pour déclencher des soirées, déclencher des rencontres et tout ça, des connaissances et des projets. Et j'ai hâte de continuer ce projet-là avec lui, mais aussi de faire de la musique avec lui sur scène parce que eh ben, c'est un super zikos et puis en fait on se marre quoi surtout. Et ça c'est vraiment cool. Voilà. Avoir un peu d'authenticité dans la musique aujourd'hui. Ouais, et puis ben, il fait du piano, moi je sais pas faire du piano, tu vois. Et de voir mon pote qui fait du piano sur des zik qu'on a produits ensemble, c'est kiffant quoi. C'est un peu la suite aussi que j'ai envie de faire, c'est que ces dernières années je me suis entouré de potes pour bosser de la musique, mais en studio, mais aussi sur scène. Parce qu'au bout de 15 ans seul dans mon petit studio, j'en avais un petit peu marre d'être tout seul, tu vois, ou de monter des projets tout seul. Là, ça fait du bien de croiser des gens, de rigoler, prendre la route avec des potes, c'est trop bien. T'as d'autres projets comme ça, un peu, en création Et ben avec Tommy, justement, en fait, on est une troupe de potes avec qui on fait des projets des fois que tous les deux, des fois tous les trois, des fois tous ensemble. Il y a Dylan avec qui je bosse beaucoup qui fait de la vidéo, Dylan Cott, et donc Tommy Rizzetelli qui est batteur, avec qui là on a fait justement tous les trois avec Dylan, c'est le projet dont je parlais tout à l'heure à l'Hexagone, on a monté un live pour le projet Sonar, donc qui est un projet art science où là les scientifiques, comme je disais tout à l'heure aussi, qui étudient l'impact du son sur l'écosystème marin, on les a suivis, ça fait 5 ans que je bosse avec eux en fait, que je suis tout ce qu'ils font, que j'ai voyagé avec eux. Et donc l'été dernier, on est parti à Rimouski avec Tommy pour suivre une expérience qu'ils font. Ils ont créé une grosse boîte qui s'appelle le Larvosonic, où ils mettent des petites larves de moules. Ils leur envoient du son et puis ils essayent d'étudier l'impact du son sur ces larves de moules-là. Donc on est parti avec Tommy s'inspirer, comme on dit, c'est pareil, c'est une private joke, mais on est parti s'inspirer, c'est vrai que c'est ouf. On te paye le billet d'avion pour aller t'inspirer et regarder des larves de moules réagir à la musique, ouais. Réagir au son, quoi. Et tu te dis waouh. Donc on est arrivé le premier jour dans les locaux et puis en fait on est à Rimouski, c'est quand même à 10 heures au nord de Montréal. C'est au bord du Saint-Laurent, le lieu est ouf, il faisait super beau. On a dit ok, mais en fait on va venir pour s'inspirer, quoi. On peut pas rester toute la journée là-dedans, on va péter un câble. Et en fait on est allé avec Delphine, donc une chercheuse, avec Delphine on a fait plein de marches et tout ça, on s'est hyper inspiré. Et c'est pour ça qu'on est arrivé à l'Hexagone et qu'on a un peu vomi un album comme ça, parce qu'on avait plein d'inspiration grâce à ce projet-là. Assez fou comme projet. Ouais, assez ouf, ouf. Ok. Voilà. J'irai regarder, moi. Ça, c'est pour 2024, il y a le temps. Okay. C'est pas pour tout de suite. Alors, juste avant que tu montres un petit peu ton live, tu vois, je t'ai demandé si c'était possible. Ouais. J'ai un petit peu pour toi des questions très courtes, qui demandent du coup des réponses très courtes aussi. Ok. Max Cooper, surcoté ou sous-coté? Sous-coté de ouf. Ah ouais, génie le mec, trop bien. Ta plus grande fierté dans la musique? Faire ce que je veux. Ton astuce pour ne pas faire cracher Ableton, du coup? Faut l'acheter, faut pas le pirater. Un artiste à mettre en lumière? Putain, il y en aurait des tonnes, Séroplex. Allez. Une raison de ne pas se mettre au modulaire? Faut aimer les pattes, faut aimer de pas avoir d'argent, trop cher. Le morceau le plus important à tes yeux dans ta discographie? Ah, c'est impossible de répondre à ça comme ça, c'est trop dur. Un album, du coup, je dirais Résilience. Tes prochains grands projets? Sonar avec Tommy Rizzetelli, avec Daniel Cott. Si demain, tu dois enseigner dans un collège, t'es prof de musique ou de techno? Non, je suis prof de techno, moi. Parce que le meilleur outil de l'homme, c'est la main. Non, plutôt techno. Dans la musique, je pourrais pas. Toute la journée, toute ma vie, enseigner de la musique, je pourrais pas. J'aurais besoin ça me dégoûterait de la zik, je pense. Du coup, si tu es toujours d'accord, d'aller jeter un petit œil à ton live, voir un petit peu comment ça fonctionne, tout ça. Ouais, si tu veux. Allez, on est parti. Vas-y, je te laisse nous expliquer. Voilà, petit setup, alors simple, petit modulaire avec 3 voix de synthé, quoi, assez identiques là. On voit, j'aime bien ces petits oscillateurs. Tu peux rappeler des formes d'ondes, c'est assez simple. Ta partie mélodique du coup. Ouais, pour tout ce qui est partie mélodique, ça va être pour la basse. J'aime beaucoup ce synthé, je le remène vachement justement sur les dates modernes. Tu peux faire plein de sons différents avec, mais là pour le coup pour ce live là, c'est juste basse quoi. Et puis un petit contrôleur MIDI qui est robuste, ça fait 15 ans que je l'ai celui-là je crois.
et pour piloter des petits effets, des petits trucs comme ça, quoi. Et du coup, tu as vraiment cherché à vouloir faire quelque chose de simple. Ouais, j'ai Parce que minimisé souvent, le setup, ouais. Je me suis fait mal au dos aussi en transportant le gros case modulaire. Et puis j'en suis un peu revenu au modulaire. J'ai envie d'avoir toujours un petit setup modulaire parce que ça a quand même de la gueule sur scène. Ouais. Et puis j'aime bien triper avec les vrais filtres et tout, c'est quand même cool. Mais ouais, plus simple qu'avant sur ce live là, quoi. Et après, avec le cœur du projet qui est l'ordinateur. Ouais, sur l'ordinateur, Ableton, ouais, effectivement. Puis ce live là est plutôt cadré parce qu'il y a de la vidéo normalement. Là, ce soir on n'a pas la vidéo, mais il y a de la vidéo, donc ça implique que ce soit un peu plus cadré qu'un live un peu freestyle, quoi. Diffusion live de ce que tu fais en vidéo. Non, pas de ce que je fais, de mon ami Dylan Cotte, justement, qui a fait de la vidéo pour ce live-là, mais qui n'est pas là ce soir, du coup, on le fait pas. Ok. Voilà. Bah, parfait. Merci Maxime. Eh ben, merci à vous, les gars, pour l'invite, et puis merci pour la mise en avant de ce projet-là. Bah, avec plaisir, voilà. plaisir. C'est cool. Si je peux juste rajouter que le bénéfice des ventes de l'album des délivrés est redonné à une association qui s'appelle Utopia 56. Ok. Qui est une association qui aide les immigrés à arriver en France, à les mettre dans des bonnes conditions, trouver des logements, tout ça. Et donc comme c'est un projet qui est dans le social énormément et qu'avec Astropolis on aime beaucoup le social aussi, on a décidé de faire ça. Bah, le message est Un très beau projet. Super. Merci beaucoup. Et ben un grand merci moi du coup à toutes les personnes qui nous ont permis de faire cette émission. On avait Mathieu, Oscar, Lucas qui étaient là, qui nous ont aidés à la vidéo. On avait Seb au son. Merci Nickel aussi comme toujours avec moi. Merci Maxime d'avoir répondu à nos questions. Merci pour l'invite. Merci. Et surtout un grand merci à l'Accordo encore une fois pour cette salle, à tous les techniciens qui nous ont aidés à installer ce joli plateau. Et nous on vous donne rendez-vous bientôt pour une prochaine émission. On verra bien avec qui.